Les Remoulinois d'hier et d'aujourd'hui sur Radio RG30. On est au mois de février, on est le 18 février exactement, et c'est la deuxième émission de Les Remoulinois d'hier et d'aujourd'hui. On est exceptionnellement à Nîmes pour cette émission, on est avec Bernard, et en plus on a invité pour cette nouvelle émission, c'est Docteur Ménard. Je laisse à Bernard de présenter son invité. Oui, mais bonjour à tous. Je vous présente donc le Docteur Augustin Ménard, qui est psychiatre et psychanalyste, bien connu professionnellement, même au niveau du territoire national. Et donc, nous avons choisi aujourd'hui de vous parler de l'histoire de Romoulin, bien entendu, et plus particulièrement du quartier de la Fouque, parce que Augustin Ménard est en train de créer un livre qui va sortir donc dans le premier trimestre de cette année. Et donc, nous allons voir diverses histoires et petites histoires donc de notre chère commune. Alors, pour ceux qui ne sont pas de Romoulin, on va dire un petit peu où se situe le quartier de la Fouque. Alors, le quartier de la Fouque, c'est la rive droite de la commune, c'est la partie ouest donc de Romoulin, et c'est un endroit où il y a toujours eu une activité de carrefour, de passage, puisque Romoulin est avant tout un lieu de passage plutôt qu'un lieu de vie. Alors, avant de parler de cette partie du livre, on va faire un petit peu connaissance avec vous, Monsieur Ménard. Si vous voulez. Alors, parlez-moi un petit peu de vous. Avant tout médecin, neuropsychiatre au départ, puis psychiatre seulement, et enfin psychanalyste. J'ai eu une activité professionnelle centrée sur la psychiatrie classique pendant toute ma carrière. Pendant longtemps, j'ai pratiqué à la fois la psychiatrie et la psychanalyse, et depuis ma retraite, je me suis cantonné dans la psychanalyse. J'ai fait toutes mes études à Montpellier, j'ai travaillé comme chef de clinique et assistant et chargé de cours pendant des années. J'ai formé les futurs psychiatres de toute une génération. Et je continue à faire de l'enseignement centré sur l'apport de la psychanalyse à la psychiatrie, à la faculté de médecine de Montpellier et à l'hôpital, avec une présentation mensuelle de patients et de discussion des cas et un enseignement théorique. Nous avons environ 200 étudiants que nous enseignons cette pratique 2 jours par mois. Exceptionnellement avec vous aujourd'hui, on va parler des projets que vous avez mis en place. C'est un livre. Qu'est-ce qui vous a poussé déjà à créer ce projet ? Alors, la question de ce livre. En fait, il y a longtemps que je m'intéresse à ceci, avant de m'être lancé dans la psychanalyse, qui m'a pris beaucoup de temps puisque j'avais des responsabilités dans notre école à Paris. Mais dans les années 60, j'avais déjà travaillé l'histoire de ma famille, et avec l'histoire de ma famille, j'avais l'histoire de la maison dont je vais vous parler. Et il se trouve que c'est l'association des Deux Tours, reprès de Romoulin, qui est une association que vous connaissez donc, représentée par Bernard Andrieux et Christiane Coulon, qui sont venus me demander, il y a 2 ans et demi ou 3 ans, qui sont venus me demander de faire une conférence sur la station thermale de la Fousse-les-Bains. C'est parti de là. Une conférence dans laquelle je n'avais prévu aucune projection, aucune image, ni de la maison, ni des lieux, etc. Et donc, dans l'après-coup, je me suis dit, il vaut mieux essayer de développer ceci. Et je me suis mis à d'abord rédiger ce dont j'avais parlé dans la conférence. Et puis, tout était centré sur la station thermale. J'ai débordé sur le lieu lui-même, qui est un lieu qui s'appelle la Fousse. La Fousse, c'est du latin la fons fontis, c'est la source. Alors c'est un lieu effectivement qui est vraiment privilégié. C'est à cause de la source, bien sûr, dont les vertus thermales avec des effets bénéfiques sur les maladies nerveuses, pas simplement les maladies psychiatriques, psychologiques, mais également sur les maladies telles que les sciatiques et les maladies neurologiques. Les vertus de cette eau étaient connues depuis les Romains. Les Romains ne faisaient pas d'analyse chimique comme nous le faisons maintenant, mais ils savaient distinguer expérimentalement les effets des eaux sur les corps. Et ainsi, dans la région, ils ont sélectionné
Cette source-là, alors, il y en a une à Saint-Bonnet, il y en a plusieurs même dans la Fousse, il y a des sources dans les villages autour, c'est celle-là dont ils ont reconnu les valeurs sédatives et qui se sont maintenues au cours des ans sans être une station thermale, mais les gens de la région avaient l'habitude de venir se soigner avec cette eau-là. Vous savez quand même, les Romains avaient également découvert une source qui guérissait les écrouelles. Je ne connaissais pas. Vous savez ce que Je ne connaissais pas. Les écrouelles, ce sont des maladies des glandes, et surtout des glandes du cou, d'origine tuberculeuse. Et ce qui est amusant d'ailleurs, c'est que en dehors des eaux de Maine pour guérir les écrouelles, il n'y avait que le roi qui avait le pouvoir de guérir les écrouelles. Et quand le roi venait dans la région, si le roi touchait, les écrouelles guérissaient. Et ce qu'il y a d'amusant, c'est que plus récemment, ça je l'avais raconté dans ma conférence, Charles de Gaulle, général de Gaulle, quand il est venu dans le Midi, a touché les écrouelles d'un patient et elles ont guéri. Revenons à la Fousse. Donc le nom, ça vient de la source, c'est un carrefour des eaux d'abord, puisque c'est le ruisseau de Saint-Bonnet, qui est un petit ruisseau qui prend sa source à Saint-Bonnet et qui s'écoule dans le Gardon à la limite du parc dont il forme la limite sud et qui se jette dans le Gardon. Donc ça, c'était le premier carrefour. Mais le second carrefour qui est le plus important, c'est le carrefour des routes. Nord-sud d'abord, et est-ouest ensuite. Ce sont des routes extrêmement anciennes. Et c'est pour ça que dans mon livre, j'ai fait un petit retour sur les origines en repartant de la mer Miocène qui a baigné la région et qui nous a laissé les carrières du Pont du Gard. Et un peu plus tard, alors au Quaternaire, le Gardon se jetait dans le Rhône à Remoulins. Et donc, vous avez les traces géologiques de ce passage du Rhône depuis Caderousse, si vous voulez, à peu près, jusqu'à Sète. Il y avait un bras du Rhône qui passait là et qui a laissé sa trace avec des cailloux roux que l'on trouve sur les costières, sur le plateau entre Remoulins et Avignon, alors que les cailloux qui ont été charriés depuis les Cévennes sont blancs. Et donc, on a un tracé depuis Caderousse jusqu'à Sète qui est pratiquement plan, si vous voulez. Entre-temps, il y a eu des érosions, donc il y a eu des creux et des bosses, bien sûr, mais c'est un tracé naturel. Et c'est la raison, d'ailleurs, je fais un chapitre là-dessus, pour laquelle, dès le IVe siècle avant Jésus-Christ, c'est l'itinéraire qu'a choisi Hannibal pour éviter les Romains qui les attendaient, parce qu'ils attendaient par l'itinéraire classique de ce qui sera la future voie domitienne, venant d'Espagne avec ses éléphants et sa troupe. Les Romains les attendaient à Beaucaire ou à Arles, puisque la voie normale venant d'Espagne, c'était de passer par le mont Genèvre, c'est-à-dire par la vallée de la Durance. Hannibal, qui était un grand stratège, les a déjoués en traversant les Alpes. On ne sait pas exactement où, mais on pense que c'est au Mont-Cenis. Et donc, il a choisi cette voie qui était l'ancien bras du Rhône, si vous voulez, et c'est la raison pour laquelle il a traversé le Rhône à Caderousse. Ce n'est pas prouvé absolument, mais c'est le plus probable parce que c'est l'endroit où le Rhône est le moins haut. Et j'ai dans mon livre d'ailleurs des documents à l'appui de ceci, en particulier une thèse qui a été faite là-dessus. Donc, carrefour des routes, très ancienne bien sûr, lorsque les Romains ont établi 4 siècles plus tard la voie domitienne, c'est ce trajet qu'ils ont adopté. Et ce trajet venait jusqu'à Nîmes, la voie domitienne passait jusqu'à Nîmes, et bifurquait aux cabanes de Courboussol, qui sont un peu avant Redescend. Et là, il y avait une branche de la voie domitienne qui passait par là. Mais les Romains avaient quand même construit sur cette branche un pont romain entre La Fousse et Remoulins. On en a les traces, et même la précision exacte de l'endroit. Vous en parlez dans votre livre d'ailleurs. Ça y est dans mon livre. Lorsque Charles Martel a chassé les Sarrasins, il les a vaincus entre Remoulins, Fournes et Estézargues. Avant de partir, les Sarrasins avaient détruit le pont romain. Donc depuis l'époque romaine jusqu'en 1745, où l'ingénieur Pitot a construit un pont accolé au pont du Gard, on ne pouvait traverser le Gardon que par un gué. Or, je donne les éléments dans mon livre, entre le pont du Gard et l'embouchure du Gardon dans le Rhône, il y avait un seul gué, c'était le gué de la Fousse. Et donc, tout passait par là. Donc, la source, le gué avec tout ce trafic,
Par la suite, si vous voulez, à partir du moment où il y a eu le pont Pitot, évidemment, les gens passaient plutôt par le pont, sauf que les ponts étaient à péage, alors que le gué était gratuit. Non seulement pour les gens du pays, mais même, il est dit dans les textes, pour les étrangers. Les Remoulinois d'hier et d'aujourd'hui sur Radio RG30. Docteur, pourriez-vous nous tracer exactement l'endroit du pont romain entre la Fousse et le village? Alors ça, c'est très facile. Oui. C'est donné par le texte d'un livre de Casalis de Fondouze, qui a écrit un livre sur l'homme dans la basse vallée du Gardon. Et il dit d'une manière précise, le pont romain, côté La Fousse, était à 55 mètres en amont du pilier du pont Seguin. Le pont Seguin, c'est le pont suspendu qui a été construit en 1830 entre le hameau de La Fousse et le hameau principal de Remoulins. Donc on sait où c'est. Et pratiquement, le pont actuel, côté La Fousse, est sur cette zone-là. Ah, le pont romain serait donc pratiquement là où est le pont actuel, dans l'axe du pont actuel. Merci pour ces précisions. Ce carrefour des routes, j'insiste là-dessus parce que ça explique l'importance de La Fousse. Était un lieu privilégié pour s'arrêter, plus qu'au village de Remoulins même, puisqu'il y avait la source et une eau. Lorsque, à l'origine, tout cela appartenait au roi de France, jusqu'à Philippe le Bel. Et Philippe le Bel a fait un échange avec le seigneur d'Uzès, qui n'était pas duc à l'époque, qui s'appelait Bertrand d'Uzès. Il a fait un échange entre les Salins de Pécaïs, qui étaient à Aigues-Mortes, puisqu'ils s'intéressaient beaucoup avec Aigues-Mortes et tout ça. Ils ont échangé des territoires de Saint-Bonnet, de Remoulins, tous ces territoires-là, contre ces Salins. Et donc, à partir de 1290, Remoulins est passé sous la juridiction des seigneurs d'Uzès qui sont devenus par la suite des ducs. Donc j'en reviens au carrefour lui-même. Avec la source et le carrefour, s'est construit très rapidement ce qu'on appelait un hospitium, qui était un peu, si vous voulez, au Moyen-Âge, l'équivalent de ce que sont les caravansérails, si vous voulez. Ça faisait une auberge, un cabaret, on échangeait les chevaux, etc. Ça n'était pas vraiment organisé, mais c'était un lieu où on s'arrêtait. Ce lieu a eu énormément d'importance, puisque la grande foire de Beaucaire attirait énormément de monde. On n'avait pas le supermarché à la porte à l'époque. Et donc les gens venaient de très loin, de très très loin, de tout le midi de la France et même depuis la Bourgogne, une fois par an, pour faire les emplettes qu'ils ramenaient dans leur pays. C'est quand même au XVIIIe siècle que ça a commencé à se structurer véritablement. Et à ce moment-là, les ducs d'Uzès ont été vraiment des entrepreneurs. Ils ont fait de ce lieu, qui était un hospitium, le logis de La Fousse, où il y avait donc une auberge, il y avait un moulin dans les caves, sur le ruisseau de Saint-Bonnet. C'est devenu un relais de poste aux chevaux, et quand on a séparé le relais de poste aux chevaux de la poste aux lettres, ça a été la poste aux lettres. Il y avait une petite maison pour le passeur, parce que quand on ne pouvait pas passer à gué, que l'eau était trop haute, on passait avec un bac, qui était à péage, bien sûr, donc il y avait la maison du passeur, et il y avait même un maréchal ferrant, donc vraiment c'était au sens moderne un complexe. Et les ducs avaient des qualités entrepreneuriales, certaines, si vous voulez, puisqu'ils ont fait la fortune de La Fousse et conséquent la fortune du quartier et donc la fortune de Remoulins, en remplaçant le vieux moulin qui était dans les caves de leur logis et le moulin du roi qui était le moulin qu'on appelle Ferragut maintenant, dont il y a eu une ruine qui est partie il n'y a pas très longtemps, il y a quelques années, sous l'effet d'une crue et qui était sur le barrage même de Remoulins. Et ils ont construit en 1610 un grand moulin que des hôteliers qui ne connaissaient pas leur origine ont appelé moulin du roi, alors que ça s'appelait le moulin de La Fousse ou le moulin du duc. Et donc entre ce moulin et cette auberge qui était florissante, au XVIIIe siècle, ça a eu une fortune extraordinaire. Et La Fousse était sur toutes les cartes. C'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai écrit ce livre, parce qu'on a un peu oublié La Fousse, alors que on le retrouve encore, il n'y a plus d'indication de lieu maintenant, il y a Remoulins, il n'y a plus le quartier de La Fousse marqué. J'ai demandé au maire que si c'était possible, on puisse marquer le lieu, si vous voulez, en souvenir de ceci. Par contre, on trouve toujours La Fousse sur toutes les cartes Michelin,
ce qui porte parce que c'est la tradition qui s'est transmise, et même sur Internet. Ça, c'est plus moderne. Voilà. Alors ça, j'en reviens donc aux antécédents maintenant de ce qu'était la station thermale. Au XVIIIe siècle, les choses, avec la Révolution française, évidemment, les choses se sont différenciées, si vous voulez. La vieille organisation du duc d'Uzès est tombée. Et c'est là que l'un de mes ancêtres a racheté aux biens nationaux ce qui est actuellement la clinique du Pont du Gard, et qui est devenu l'hôtel de la Poste, puisque c'était une auberge et un relais de poste-chevaux. Au XVIIIe siècle déjà, ce logis avait vu passer pas mal de gens célèbres qui venaient voir le Pont du Gard, en particulier des Jean-Jacques Rousseau, mais par la suite il y a eu Stendhal, puisque la mode était venue de faire le voyage dans les midi de la France avant d'aller faire le voyage de Rome. Donc les artistes et les auteurs littéraires passaient par là. Prosper Mérimée y a séjourné puisqu'il est venu inspecter les monuments de France, et le Pont du Gard, c'est à la suite de ça qu'il y a eu des restaurations. Et donc mes antécédents, qui s'appelaient les Fabres, il y avait encore d'ailleurs le passage du Bac, puisque le premier pont de Romoulin n'est passé quand a été construit le pont Seguin. Le pont était le plus ancien pont de Romoulin après le pont romain, qu'en 1830. Entre 1740, le pont Pitot accolé au pont du Gard, et 1830, le moment où on a construit un pont entre Romoulin principal et la Fosse, la route nord-sud ne passait plus par Romoulin. Elle passait en amont de Romoulin, au lieu que l'on appelle les croisées. Elle passait par le pont du Gard, et puis on s'arrêtait à la Fosse pour aller vers Beaucaire ou vers l'Espagne. Et c'est au moment où on a construit le pont de Romoulin qu'à ce moment-là, il y a eu des auberges dans Romoulin même, l'auberge du Pont du Gard, l'auberge des Grands Jours, alors que jusqu'à présent, pratiquement, il y avait dans la région que l'auberge de la Fosse. Au 19e, jusque vers 1830, enfin, même jusque vers 1850, l'auberge était florissante. Mais vers les années 1845-50, on commençait à parler de l'arrivée du chemin de fer, qui a eu lieu en 1880, si ma mémoire est bonne. 1870-80, oui, dans cette décennie-là, oui, effectivement. C'est dans cette décennie. Avec le PLM, hein, oui, j'ai le PLM, oui, j'ai les précisions dans mon livre. La première ligne, d'ailleurs, allait du Martinet, au nord d'Alès, jusqu'à Beaucaire. La ligne ensuite Nîmes-Avignon, Nîmes-Bagnoles et Pont-Saint-Esprit a été plus tardive. Jusqu'à Lyon. A été plus tardive. Parce que c'était pour charrier le charbon des Cévennes, qui descendait ensuite sur le Rhône où il passait sur des péniches. La propriétaire de l'époque, qui était une maîtresse femme, qui était mon ancêtre, qui s'appelait Angélique Fabre, née Coudelousse, elle était originaire de Cabrières, et elle avait obtenu le brevet de maître de poste de la chancellerie, alors que c'était pas évident pour les femmes à cette époque. Il y en avait eu quelques-unes, mais il y en avait eu très très peu. Elle avait à ce moment-là, comme hôte dans son auberge, un architecte de Paris, qui a été l'architecte du Sacré-Cœur d'ailleurs, et du lycée Janson de Sailly à Paris, qui venait réaliser les travaux au Pont du Gard, de restauration du Pont du Gard, qui avait été décidé par... Prosper Mérimée. Et donc, à l'époque, on ne faisait pas le va-et-vient en avion dans la journée, donc il était resté plusieurs mois là, il s'était tenu une amitié qui s'était liée. Mais ils ont eu l'idée à ce moment-là d'exploiter les vertus de la source qui étaient connues pour en faire un établissement hydrothérapique pour traiter la maladie nerveuse. Et on a incité le fils, celui qui était le plus doué, à faire des études de médecine. Il a fait ses études, il s'est spécialisé pour les maladies nerveuses, il a travaillé avec Charcot à Paris, et l'architecte l'aîné a construit toute une aile en détruisant l'ancien moulin qui n'était plus en exercice dans la partie sud de la maison. En transformant la maison, il a construit tout un pavillon où il y avait le locaux du médecin au rez-de-chaussée, les appareils d'hydrothérapie au sous-sol avec des cabines de douche. Il y avait des douches, il y avait des bains de vapeur, il y avait des bains froids, des bains chauds, etc. Enfin, il y avait une salle de gymnastique
comme on le fait maintenant. Ils étaient tout à fait à l'avant-garde. Et cet établissement, donc, et il a remanié également complètement, d'ailleurs, je montre les étapes de la construction, il a remanié tout à fait la façade. Je fais là une parenthèse. Si j'ai écrit ce livre, c'est aussi parce que je pense que beaucoup de Romoulinois ne connaissent pas la maison. On n'en voit qu'une petite partie côté route, et on ne se doute pas que côté parc, il y a un parc de 1 hectare entre le ruisseau, bordé d'un côté par le ruisseau et à l'est par le Gardon. Il y a un parc d'1 hectare qui a été dessiné par un paysagiste, les Corbeilles représentant d'ailleurs, et sur convolution cérébrale. C'est dommage qu'on n'ait pas fait des journées portes ouvertes quand je dirigeais ce dont j'ai fait après la clinique du Pont du Gard, parce que les Romoulinois ont reconnu l'importance patrimoniale de cette maison qui a une très belle architecture. J'ai donné beaucoup de photos dans le livre de cartes postales, etc., dont on ne se doute absolument pas quand on la voit uniquement du côté de la route. Voilà, et c'est ainsi que l'établissement hydrothérapique du Pont du Gard a été créé par le docteur Farme. Sa mère logeait et nourrissait les patients, et lui les traitait. Et puis petit à petit, c'est devenu simplement un établissement hydrothérapique quand elle a pris sa retraite. Mais quand même, on a le témoin à cette époque-là de ce qu'était la salle où on recevait encore des passants. Et Alexandre Dumas, fils, qui y a écrit un roman où il est question de description, d'une part, de la salle à manger des passants de l'établissement lui-même, qui est très amusant. J'en ai montré des exemplaires dans mon livre parce que j'ai pu reconstituer la tapisserie. Il y avait une tapisserie où il y avait tous les mouvements célèbres du monde. Enfin, il en fait une description très précise, ainsi que du menu de ce qu'il a mangé pour un prix modique. Je crois que Charles Gide aussi a fait un séjour. André Gide. André Gide, pardon. Alors là, nous sommes déjà dans l'établissement hydrothérapique. Ah oui, d'accord. Qui n'est plus le docteur Fabre, puisque le docteur Fabre avait 2 filles. Il n'a pas eu d'enfants. Et donc, il a cherché, à partir d'un certain âge, il a cherché un successeur. Et c'est comme ça que les Ménard sont entrés dans la maison, puisque mon grand-père, qui s'appelait Augustin Ménard comme moi, qui était médecin, qui venait juste de s'installer à Lunel à l'époque, mais qui était le cousin germain du célèbre professeur Grasset, qui était connu à l'époque dans toute l'Europe et qu'on venait consulter, et qui s'était spécialisé dans la maladie nerveuse. Et donc mon grand-père avait travaillé avec lui pendant toutes ses études. Le professeur Grasset envoyait ses malades nerveux se soigner au docteur Fabre. Et le docteur Fabre a dit à Grasset, il faudrait que vous me trouviez un mari pour une de mes filles que je doterai de l'établissement. Et c'est comme ça que le docteur Augustin Ménard a épousé ma grand-mère, Olympe Fabre. Et donc, le docteur Augustin Ménard, à l'époque, les choses n'étaient pas spécialisées comme maintenant. Mon grand-père était médecin de village, il était seul et il faisait ses tournées à cheval en parlant en patois provençal avec ses patients, puisque à l'époque encore, dans la région, on ne parlait que provençal. Le français, il fallait être allé aux écoles. Et donc, lui a exercé très longtemps, puisqu'il a exercé depuis 1890 jusqu'au moment où les Allemands l'ont chassé en 1942. Alors, c'est dans cette période-là. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est là que c'était vraiment une station thermale, avec tous les équipements modernes. Il a le chauffage central avant tout le monde, l'électricité avant tout le monde. L'électricité, c'est 1900 quand même. Hein. Le téléphone, je ne me rappelle plus la date. Il a eu le téléphone, l'électricité, le chauffage central, ce qui était exceptionnel dans ces établissements-là. Il n'y avait pas la sécurité sociale, donc les patients qui venaient là étaient des gens aisés, qui venaient d'ailleurs souvent avec une infirmière ou un domestique, quelquefois il venait le mari et la femme. Et donc se sont soignés là André Gide, Antonin Artaud aussi, qui est venu, Bernard Grasset, l'éditeur, était connu, qui était d'ailleurs un petit cousin de mon grand-père. Et c'était une ambiance plutôt de station thermale, si vous voulez, plutôt esprit maison de famille, si vous voulez. Il y avait 22 chambres, ce qui faisait au maximum une trentaine de personnes. Et c'était des gens avec lesquels il établissait des relations à la fois professionnelles et familiales, parce qu'il venait souvent régulièrement. Et il n'y avait pas, d'un côté, le logement du médecin, le reste, tout ça a été mélangé. C'était plutôt l'ambiance maison de famille.
Et la clientèle venait surtout de Paris, pas mal de Suisse, et de Bruxelles aussi. Il y avait une clientèle locale, mais alors pour la clientèle locale, qui était beaucoup moins fortunée bien sûr, les Fabre d'abord, et mon grand-père a pris la suite, avaient acheté un certain nombre de maisons autour, en particulier ce qui est maintenant la maison de ma fille, qui était l'annexe principale de l'établissement hydrothérapique, où il y avait des petits logements, comme dans les stations balnéaires, si vous voulez. Les gens louaient ceci, allaient se faire soigner, mais faisaient leur cuisine, leur vie habituelle, etc. Et ils étaient logés, n'étaient pas logés dans la maison principale. C'est le principe d'une cure thermale, en quelque sorte. Le principe d'une cure thermale, c'était le principe d'ailleurs. Si ça s'est développé à l'époque où je vous dis avec Angélique Fabre, c'était la grande époque où l'impératrice Eugénie allait prendre les eaux et avait lancé la mode, si vous voulez. C'était une mode, mais ça avait son efficacité qu'on a un peu perdue à l'heure actuelle. Donc, on y soignait les maladies nerveuses. C'était quand même des maladies sévères, mais ce n'étaient pas les fous, tels qu'on l'a dans l'imagerie populaire, si vous voulez. Ce n'étaient pas des gens dangereux, c'était des gens qui étaient très perturbés, qui avaient besoin de soins. Les soins, d'ailleurs, c'était l'hydrothérapie, bien sûr, il n'y avait pas de médicaments à l'époque, et la psychothérapie, parce que mon grand-père avait été formé à l'école de Montpellier par les méthodes hippocratiques. Et Hippocrate soignait ses patients en allant se promener avec eux dans le jardin, et même pour mon grand-père dans la Garrigue. Il les amenait au Pont du Gard, il les amenait voir les ruines du Pont du Gard dans les combes qui sont avant le Pont du Gard, et c'était l'occasion d'établir une relation et de faire une psychothérapie qui n'en avait pas l'air. Si D'accord. Alors, également, quand j'avais fait ma conférence, on m'avait dit, mais le traitement des fous par l'hydrothérapie, on évoque un genre de torture, si vous voulez, de mettre les gens dans les bains et de les laisser hurler dans le bain pendant peut-être lieu dans quelques hôpitaux psychiatriques, puisque les grands malades mentaux étaient dans ce qu'on appelait les asiles à l'époque, qui sont nos hôpitaux psychiatriques. Dans la région, il y en avait un à Montfavet, bien sûr, qui y est toujours, et un à Montpellier, qui s'appelait Fondorel. Fondorel, oui. Bon, là, il n'y avait pas ce type de patient. Et dans la région, enfin dans Remoulin même et autour, quand on voyait passer les patients qui venaient, parce que c'était tout à fait libre, il n'y avait aucune... C'était pas fait, il n'y a pas d'obligation. Ils venaient volontairement, ils se promenaient. D'enfermement, c'est sûr. Plutôt la station, ambiance station thermale, les habitants de Remoulin disaient ce sont les simples des Moussoufab ou les simples des Moussimena. Parce que les fous, on les appelait les simples à l'époque. Même dans mon enfance, j'ai connu ce parler-là. Pour l'établissement hydrothérapique, c'est ça. Et puis, il y a eu la guerre, il y a eu l'occupation allemande. Mon grand-père a coexisté, qui ont chassé les derniers malades, bien sûr. Mon grand-père a cohabité un certain temps. Parce qu'en plus, comme c'était, il avait sa salle à manger au milieu du rez-de-chaussée, et ils ont quand même coexisté jusque, je crois que c'est en 1942 qu'il a été expulsé, au printemps 1942. Et lui écoutait tranquillement la radio Londres. Je la décris dans le livre, mon grand-père avait une personnalité particulière. Côté médical, et surtout en tant que psychiatre, le côté de mage, si vous voulez. Hein. Et la petite histoire, c'est que ils avaient gardé l'appartement de mes grands-parents à l'intérieur de ceci, et un matin, mon grand-père se levait souvent assez tard, il allait prendre son bain tous les matins, et il se mettait dans son peignoir, et il allait voir ce qui se passait dans la maison. Il avait toujours gardé le fait qu'il était le maître de maison. Et un matin, il trouve tout le mobilier dans les couloirs. Il rentrait dans une colère. Il était très très colérique d'ailleurs. Quand le chef est arrivé devant lui, et il lui a dit en allemand, parce qu'il parlait très bien en allemand, je te maudis toi et toute ta postérité. Et il a remis immédiatement les meubles dans le truc, puisqu'effectivement c'était tout à fait illégal. Mais évidemment, 8 jours après est arrivé l'ordre de la préfecture, qui avait été transmis par le commandant de Tours. Le maire de Remoulin, qui était le président de la délégation spéciale sous Vichy, qui était notre notaire, Louis Dessalles, est venu signifier à mon grand-père qu'il était obligé de partir. Et dans les 48 heures, il est parti dans ce qui était l'annexe de l'établissement. Les Remoulinois d'hier et d'aujourd'hui sur Radio RG30. Donc moi j'ai vécu la ruine de cet établissement, ce qui m'a créé le désir, parce qu'en plus mes grands-parents étaient
totalement ruiné par ceci, il n'avait plus rien. Il n'y avait pas de retraite de médecin à l'époque. C'est qu'il m'a incité moi à faire des études de médecine, à les faire le plus rapidement possible, puisque j'ai sauté la première pour aller plus vite en faculté. J'ai passé mon bac en 20 secondes, Voilà. parce que mon grand-père était déjà très âgé. Et puis j'ai fait mes études de médecine, j'ai passé l'externat, l'internat, j'ai été chef de clinique, assistant, Oui, etc. je crois que votre père est décédé assez rapidement. Ah oui, c'est une chose que je n'ai pas dite mais qui a son importance, c'est que mon père, qui s'appelait Charles Ménard comme mon fils, puisqu'on s'appelle Augustin Charles de père en fils, devait prendre la succession. Mais il est mort en 1932, moi j'avais 2 ans, il est mort en 1932, il exerçait la médecine générale dans Remoulins et les environs, que mon grand-père avait abandonné, et il avait l'intention de prendre la suite de mon grand-père dans les 2 ou 3 années qui venaient. Il y a eu malheureusement une épidémie de diphtérie, comme souvent beaucoup de médecins, on soigne les autres, on ne se soigne pas lui-même. Et quand il s'est soigné, c'était trop tard, et il est mort de diphtérie. C'est la raison pour laquelle il y a eu dans notre famille un hiatus de génération, qui a fait que j'ai été obligé de mettre les bouchées d'eau. Je veux dire que je n'ai pas eu une adolescence très frivole en raison de ceci. Et dès que je l'ai pu donc, alors la maison avait été totalement détruite. En plus, mon grand-père avait laissé péricliter les choses après le décès de son fils. On comprend qu'à son âge, il n'avait pas le tonus pour remonter les choses. Il y avait une clientèle quand même, parce que entre les années 30 et 40, la sécurité sociale minière s'est installée. Donc on a eu pas mal de patients qui étaient remboursés par la sécurité sociale et qui venaient des mines d'Alès. Qui m'avaient envoyé tous d'ailleurs, parce qu'à ce moment-là, en même temps, si vous voulez, tout en faisant mes études de médecine, j'essayais de remonter à la maison, d'obtenir des dommages de guerre, des indemnités de dommages de guerre. Et j'ai eu des témoignages très touchants au moins une trentaine de personnes qui avaient été soignées de la région, si vous voulez, dans cette période-là. Et donc, j'ai moi-même repeint tous les volets de la maison pendant les vacances, pour éviter qu'ils se détruisent un petit peu plus. Et puis, dès que j'ai eu un peu d'argent des dommages de guerre qui n'ont pas été très lourds, j'avais restauré l'immeuble, j'avais restauré les façades, je n'avais pas fait la toiture, que j'avais réparée, si vous voulez, mais comme on dit chez nous, pétassée. Voilà. Mais quand j'ai eu des moyens, si vous voulez, j'ai refait la toiture sur une clinique neuve. Heureusement quand même, c'était une période, puisque j'ai ouvert la clinique qui s'appelait Clinique du Pont-de-Gard et qui s'appelle toujours Clinique du Pont-de-Gard, et dont l'adresse est La Fousse-les-Bains par Remoulins, tous les papiers, je vous conservais ce terme de La Fousse quand même. Bien sûr. Et quand j'ai ouvert, c'était en 1er octobre 1953. À l'époque quand même, les choses étaient déjà difficiles et la France était déjà bureaucratique, heureusement, et je l'ai reconstitué en plusieurs étapes. 20 d'abord, 40 l'année d'après, 50 2 ans après, et après 70. Donc il y a quand même, qui sont toujours d'ailleurs, 70 lits. Voilà pour la clinique de Pont-de-Gard. Mais j'ai étendu dans mon livre, j'ai étendu l'histoire, je l'ai étendu au hameau de la Fousse lui-même. Parce que d'abord, je fais aussi l'historique du moulin qui a été construit en 1610 par le duc d'Uzès, qui est un grand moulin qui existe toujours, qu'on a appelé le moulin, qui était le restaurant nommé Moulin du Roi, qui est maintenant au-dessus du pont suspendu, alors qu'avant il était au-dessous. C'est un immeuble qui est magnifique, puisqu'il appartenait aussi à ma famille. C'était mon grand-père qui l'avait acheté au nom de son épouse, puisque c'était mon épouse qui avait les moyens, puisque c'était elle qui avait hérité. Et à l'époque, les femmes n'avaient pas le droit de gérer leurs biens. Ils avaient été mariés sous le régime dotal, qui est un régime qui n'existe plus. Les femmes étaient considérées comme des êtres mineurs, en quelque sorte. Des êtres mineurs. Ah oui, malheureusement. Donc il a été obligé de gérer les biens de sa femme, et c'est ce qui a contribué à notre ruine d'ailleurs. Parce que gérant les biens de son épouse en tant que tuteur, il était obligé de le placer soit en immeuble. Il a acheté pas mal d'immeubles autour de ça, heureusement d'ailleurs. Malheureusement, il ne les a pas entretenus. J'ai été obligé, moi, de les restaurer. Vous connaissez l'histoire. Mais le reste était en obligation d'État. Or, après la guerre de 14, tout ce qui était placement a été
annulé, il y avait une telle inflation, ça a ruiné les gens qui avaient fait leur placement là et ne pouvaient pas les placer autrement. Donc j'ai fait aussi l'historique du moulin, j'ai fait aussi l'historique, si vous voulez, j'ai rappelé l'historique d'un procès célèbre, on a eu beaucoup de renseignements d'ailleurs sur la région à cause de ceci, parce que un des ducs d'Uzès, alors qu'un duc d'Uzès était mineur, son tuteur de l'époque avait autorisé Faré, qui était seigneur de Fournes, qui est seigneur de Fournes et seigneur de Saint-Privat. Le tuteur avait autorisé Faré à construire un barrage sur le rucher de Saint-Bonnet, donc entre le village de Saint-Bonnet et la clinique, si vous voulez, en amont de ce qu'est la clinique maintenant, pour faire un canal, qu'on appelait un bézal à l'époque d'ailleurs, ou un béal ou un bézal, qui allait pratiquement jusqu'au pont du Gard et qui irriguait ces terres. Parce qu'au-dessus du moulin du roi, donc ce qu'on appelle maintenant le moulin du roi, tous les terrains jusqu'au pont du Gard appartenaient au seigneur de Saint-Privat et donc à Faré. C'est en gros le lieu dit la Coisse. Oui, tout ce qui est la Coisse. Oui, tout ce qui est la Coisse appartenait à Faré. Alors que tout ce qui est la Fousse appartenait au duc d'Uzès. Au duc d'Uzès. Et quand le duc d'Uzès, il a fait un peu comme moi, quand j'ai hérité, j'ai repris un peu en main les choses et qu'on avait profité de la faiblesse de mes grands-parents pour grignoter un peu à droite et à gauche. Il s'est dit, moi je dénonce ce truc. Il n'a pas pu le dénoncer, mais il y a eu un procès qui a duré pendant au moins un siècle pour la répartition de l'eau. Parce que le duc d'Uzès disait, ben moi j'ai besoin de l'eau pour le moulin qui est dans ma cave, alors que le moulin dans sa cave, il était déjà hors d'usage, pour arroser mes terres, puisqu'il avait des terres entre la Fousse et Saint-Bonnet, et puis en amont du moulin aussi, et également pour mouiller l'eau de l'arbre du moulin Parandier, qui était une dépendance du moulin de 1610. Bon, et l'autre disait, oui, mais moi j'ai plus d'eau, et or, par contrat, j'ai le droit. Il y a eu même une bagarre aux fourches entre les manants qui défendaient d'un côté le duc d'Uzès et de l'autre Faré. Bon, donc c'est une histoire, j'ai beaucoup de documents à cause de ça, puisque ma famille est quand même dans la région, dans le lieu, depuis 200 ans, et que j'ai eu aussi les archives de nos amis à Our, dont les ancêtres Gosso étaient là depuis 300 ans. Donc j'ai eu vraiment beaucoup de documents. Matière. Ça, je tiens à ajouter ça aussi, parce que non seulement il y a les documents, mais il y a la mémoire orale. C'est ce qui est le plus important aussi. Et qui est très importante, et ça, c'est une des raisons pour lesquelles je l'ai écrit, parce que c'est la chose qui se perd au fil des générations. Tout à fait. J'ai toujours entendu dire par ma famille que la clinique, ce qui est ma clinique maintenant, ne s'inondait jamais. Pas même le parc, qui est déjà à la hauteur d'un étage au-dessus du Gardon. Et dans ce qui est le sous-sol côté route, mais le rez-de-chaussée côté parc, il y a eu de tout temps les cuisines. On n'aurait pas mis les cuisines au sous-sol si elles s'inondaient. Et les premières inondations ont commencé en 1907. En 1880, on avait construit le pont du chemin de fer. Et le pont du chemin de fer, j'ai pris une photo, j'ai une photo aérienne où on voit le pont du chemin de fer et un remblai tout autour, à droite comme à gauche, qui fait que quand il y a des inondations, Remoulin, toute la partie de Remoulin qui n'est pas le vieux Remoulin, se trouve transformée en lac de barrage. J'en ai donné la photo, cette photo je l'ai donnée au maire, car nous avons la chance d'avoir un maire qui est dynamique, qui s'intéresse à l'avenir du pays, qui est dynamique pour le présent, mais qui le fait en tenant compte des enseignements du passé. Et c'est en ce sens que moi je l'ai remercié beaucoup, parce qu'il y a très peu de... Enfin, depuis que je connais Remoulin, je n'ai jamais trouvé un maire qui se soit intéressé au passé de Remoulin. Donc je tiens à lui rendre hommage. Tout à fait. À lui rendre hommage pour ça, et d'ailleurs il s'est beaucoup intéressé entièrement d'accord. À mon livre, il a soutenu mon projet. Et effectivement, cette histoire des inondations, il aurait fallu, mais là aussi il aurait fallu à l'époque une municipalité dynamique, faire comme a fait à Nîmes, parce que ça a été le même problème à Nîmes, le chemin de fer, on avait bouché des arches, à transformer Nîmes en lac de barrage. Bon, après ça, on a
on a détruit un certain nombre de constructions, on a dégagé un certain nombre d'arches, et pour le remblai de l'autoroute, on a mis des grands tunnels dessous, des énormes tuyaux qui permettent il aurait fallu faire ça sur les remblais du chemin de fer en aval de Romoulin. C'est ce qui s'est passé en 2002. Mais oui. Justement, où le chemin de fer a été un véritable barrage. Mais oui. Et la ville s'est inondée à 75%. Mais oui. J'avais parlé avec M. Cartaillet parce que c'est très difficile, parce que c'est toujours la question des gros sous, c'est vrai, qui va payer et quel coût, parce que les travaux coûtent effectivement des sommes énormes. Et ceci a été aggravé d'ailleurs après, en 1919, les dates exactes je les ai dans le livre, quand on a construit un barrage en amont du pont du chemin de fer, mais très peu après, pour retenir l'eau et la mener dans un canal d'irrigation qui passe à Montfrin en particulier, Sarnac, Montfrin, Maine, etc., jusqu'à Beaucaire. Et là, ça a été une retenue de plus. Depuis, il a été détruit par les inondations, on ne l'a pas reconstruit. Mais les grandes inondations d'après sont venues à ce moment-là, puisqu'il y avait un double barrage en aval de Romoulin. Pour celle de 1958, par exemple. Oui, celle de 58. Celle de 58, le barrage du canal n'était pas encore détruit. Oui, tout à fait. C'est cette inondation qui l'a détruit. On n'a pas reconstruit depuis, heureusement. Et d'ailleurs, là, il y a une preuve qui est remarquable, c'est qu'il y a, je ne sais pas si c'est lié toujours, mais il y avait une échelle des crues sur la pile du vieux pont. Du pont Seguin, oui. Comment ? Du pont Seguin. Oui, sur la pile du pont Seguin. D'accord. Et il y avait une échelle des crues à la hauteur du barrage du canal, à l'entrée du canal, à la maison du canal. En aval, alors. Et donc, on voit très bien que les crues au-dessus ont augmenté, alors que les crues en bas n'ont pas été supérieures aux autres crues. Et donc, j'ai essayé aussi de faire l'histoire des crues, l'histoire des sources, l'histoire des chemins, l'histoire de la grotte préhistorique du Renard qui est au-dessus de la Fousse, enfin, et puis de montrer un peu comment était... J'ai terminé mon livre en faisant une promenade dans les années 30 dans le village de la Fousse pour montrer comment il était à l'époque. Les Remoulinois d'hier et d'aujourd'hui sur Radio RG30. Vous nous aviez dit à l'époque, pendant la conférence que vous aviez faite dans le cadre de ce que nous avions dit, vous nous aviez parlé que la place des Grands Jours était plantée d'oliviers. Ah oui, alors ça je vous dis ça, c'est pour la petite histoire. La ville de Romoulin, on ne sait pas trop quelle est l'étymologie de la ville de Romoulin. Pour moi, elle est très simple, c'est le remous. Moi, je partage votre point de vue. Rémouline. Le rémouline. Rémouline, parce qu'en provençal, il n'y a pas de E. Remoulin, c'était Rémouline, comme Ménard. Moi, je m'appelle Ménard sans accent, mais ça se prononce Ménard parce que je suis occitan et tiens des Rémoulines. Voilà. Et donc le village lui-même a été construit sur un éperon rocheux, un peu en hauteur, donc échappé au creux du Gardon. Et je pense qu'il y a eu de tout temps un remous à cet endroit-là, et que c'est probablement ceci qui a donné le nom de Remoulin. Il y a deux possibilités. Ou c'est parce qu'il y avait un remous, et sur ce remous on a construit le barrage, et le nom de Remoulin vient de là. Ou alors, c'est le barrage lui-même qui fait remous, puisqu'il y a une cascade qu'on appelle Bramafan. La cascade de Bramafan qui est elle-même un remous du Gardon. C'est possible. L'histoire de Remoulin de Trinquier retient l'étymologie res molinarum. Res molinarum, donc il dit donc c'était le moulin du roi. Alors là, c'est une erreur, je ne connais pas très bien le latin, mais enfin j'en ai quand même fait un peu. Res, c'est pas le roi, c'est la chose. C'est la chose. Et molinarum, c'est un génitif. Donc, c'est la chose du moulin. La chose du moulin. Donc, il est très possible qu'effectivement, le village se soit construit parce qu'on a fait le barrage et qu'il a fallu loger des gens à côté. C'est une hypothèse possible, mais c'est en aucun cas le roi. Mais c'est vrai, c'est amusant que dans un pays républicain, le mot roi en garde toujours une valeur fétiche. La preuve, c'est que le moulin du Duc ou le moulin de la Fousse, on l'a appelé le moulin du roi, et que Remoulin veut absolument que son étymologie provienne du roi, alors que le roi n'est vraiment pas pour grand-chose. Oui, qu'est-ce que vous aviez posé? Oui, Ah oui, la place des Grands Jours. Oui, complanté en Oui, le village à l'origine était dans ses remparts. On en a une description d'ailleurs dans le livre de le roi Ladurie qui s'appelle Le siècle des Platers.
qui a visité donc au XVIe siècle la région, et qui est donc passé, il ne s'est peut-être pas arrêté au logis de la Fousse, il s'est arrêté, je l'ai relu le livre, à l'auberge des Anges, à Cernac. Parce qu'effectivement, la route à l'époque ne passait pas par Saint-Bonnet-Nîmes. La route passait, la fameuse route que je vous ai décrite avec ces motifs géologiques, si vous voulez, passait par Cernac et rattraper toujours dans la plaine, si vous voulez, alors que si on passe par Saint-Bonnet, il faut monter et redescendre. Et donc, c'est qu'au XVIIIe siècle qu'on a recréé la route qui va de Nîmes à la Fousse par Saint-Bonnet. Par Saint-Bonnet et la Croix des Soldats. Voilà. Et donc, le Platers, qui venait faire ses études à Montpellier en venant de Suisse, était passé par Romoulin. Il n'a pas été aimable pour nous, d'ailleurs, parce qu'il a dit que c'était un village très sale. Mais il a décrit ses hautes tours et l'enceinte du village. Le premier qui est sorti du village pour construire une maison en dehors de l'enceinte, c'est Jean Gossot. Jean Gossot, c'est l'ancêtre de nos amis en Our, donc Jean Gossot était d'origine italienne d'ailleurs, et il était préposé au four banal, celui qui cuisait le pain pour toute la population. Et il habitait dans la rue de la Cournille, la maison qui a été habitée par la suite par les Séraphins. Vous avez connu les Séraphins, non? Vous ne les avez pas connus? Non, je n'ai pas connu. Il y a un Séraphin sur mes photos de la gare de Romoulin, d'ailleurs. Ah, d'accord. Je les ai marqués dessous. Et il était là, si vous voulez, il habitait dans le village, mais côté intérieur du rempart. C'est ça, oui. Si vous voulez. Et il avait une olivette, qui est la place des Grands Jours à l'heure actuelle. Il avait ses terrains. C'était plus que la place des Grands Jours. C'était tout ce terrain où il y a la place des Grands Jours actuelle et les maisons qui sont autour. Et il a construit sa maison là où est le syndicat d'initiative maintenant. L'Office du tourisme. La maison où il y a des arcades qui d'ailleurs au cours des temps ont servi, parce que ça a été fermé, mais c'était des arcades c'était pas fermé comme c'est maintenant. C'était des arcades sur la place. Il en a fait aussi une auberge, l'auberge des Grands Jours. L'auberge dite du Pont du Gard était à l'intérieur des remparts. Et donc, le premier, il est sorti de là, il a construit cette maison, qui est donc toujours, et par la suite, il avait 4 fils, et il y en a un qui est mort jeune. Je ne sais pas s'il a construit les 3 ou les 4, mais enfin, il a construit autour de son olivette les maisons de ses fils. Donc, ça a été le premier urbaniste de Romoulin. Il y a une de ces maisons qui a été détruite quand on a construit le pont neuf en 1940, là. 36, je crois. 36, qui a permis l'avenue, si vous voulez, dans la prolongation de l'avenue, il y avait une maison qui a été détruite. Où habitait d'ailleurs le Cassanas, dont je remplace, qui était médecin, que j'ai remplacé quand il était médecin à Balaruc, quand j'étais très très jeune. Voilà. Et puis la maison qui existe toujours, où habite Christiane Coulon, qui était la maison d'un des Gossot. Et ses frères Gossot avaient le moulin d'ailleurs, le moulin de la Fousse, le grand moulin de la Fousse. C'était eux qui le géraient, ils se sont disputés entre eux. Et puis il y avait 2 maisons de l'autre côté. Donc tout ceci appartenait aux Gossot. Ça, c'est intéressant pour l'histoire de Romoulin. Tout à fait, donc, absolument. Une autre histoire qu'il faudra que je raconte, c'est pas... Est-ce que vous connaissez l'historique de la rue des 3 Aveugles? Oui. Vous la connaissez? Oui, c'est un autre chapitre. Voilà, c'est un autre chapitre. Mais effectivement, le hameau de la Fousse a eu une importance très grande. D'ailleurs, je n'ai pas parlé de la Poste, mais la Poste s'y est établie quand on est à... c'était... au début du XVIIIe siècle, où on a séparé la poste aux chevaux de la poste à lettres. On l'a créée dans le logis de la Fousse, mais de l'autre côté de la route. La maison aux colonnes, que l'on voit en face, dont les colonnes d'ailleurs ont été récupérées d'une villa romaine qui était dans la Fousse, mais côté ce qui est maintenant Cernac, de l'autre côté du carrefour. La poste, les tampons de la poste, je les ai photographiés dans mon livre, portent la Fousse. La Fousse 29. Parce que le département du Gard s'appelait 29 à l'époque. Il est devenu 30 quand Nice a été annexé à la France. Ça a décalé tous les numéros. Et donc, c'est ce qui a trompé beaucoup de gens d'ailleurs, et en particulier mon ami qui est malheureusement décédé, qui m'a donné beaucoup de renseignements, qui était Didier Foulque de Saint-Bonnet. Oui. Et ça l'avait trompé là-dessus, parce que quand on parlait de la poste de Romoulin,
ça ne voulait pas dire qu'elle était dans le village de Romoulin. Même, si vous voulez, la poste de Romoulin, elle était à la Fousse. Mais on n'avait pas les distinctions des communes comme on en a maintenant. La commune, ça date de 1792. Avant, à partir de 1789, c'était les municipalités. Et avant, c'était les paroisses. Et d'ailleurs, les cartes que j'ai, c'est la paroisse d'Uzès, dont fait partie Romoulin et la Fousse, la paroisse de Nîmes, dont fait partie Saint-Bonnet. Par la suite, ça a été les arrondissements. Après, ça a été préfectoraux, etc. Les arrondissements, etc. Voilà. Et donc, je pense que c'est la raison pour laquelle, sur toutes les cartes, la Fousse restait. Et c'est finalement la Fousse qui a donné au XVIIIe comme au XIXe une grande richesse au village de Romoulin. Jusqu'à ce qu'il y ait les établissements, le truc de Vitambal, les usines qui se sont créées à Romoulin, la seule source, les ressources de revenus, c'était la Fousse. Venaient au XVIIIe du moulin et de l'auberge de la Fousse, au XIXe de l'établissement hydrothérapique. Ce que vous venez de me dire, et ça je ne savais pas, c'est que le département du Gard devrait être le 29, non pas le Finistère, et qu'avec l'annexion du comté de Nice, on a agrandi d'un cran. Alors, j'ai beaucoup de... C'est la première fois que j'entends dire ça. Où il y a justement l'adresse et le tampon de la Fousse. Ça, c'est formidable. La Fousse 29, c'est intéressant. Et même le document de la poste, parce que pour mon livre, j'ai consulté l'histoire des postes, etc. La poste de Romoulin, je sais exactement à la date à laquelle ça a été transféré dans le village. Ceux qui étaient à Romoulin, parce que là, je dis beaucoup plus dans mon livre, la Fousse avait non seulement l'auberge et le moulin, mais elle a eu 2 gares. Il y avait une gare de la Fousse-les-Bains. J'ai des photos de la gare de la Fousse-les-Bains. Les gares de la Fousse-les-Bains qui permettaient aux gens de Nîmes de venir au pont du Gard. Et pour le lundi de Pâques, les Nîmois débarquaient à la gare de la Fousse-les-Bains, les dames étreignaient leurs toilettes, les messieurs avaient des canotiers, et ils allaient à pied de la gare de la Fousse-les-Bains jusqu'au pont du Gard, pique-niquer. C'est la raison pour laquelle il y avait des belvédères, parce que maintenant on s'écarte, on se protège plutôt de la route. À l'époque, on construisait un belvédère, il y en a encore un dans la ville Hartmann, au début de la route de Beaucaire, pour voir passer ce beau monde. Et c'était la distraction de l'époque. Il y en avait un avec l'ancienne maison Broche, je l'ai aussi dans mes photos, en face de l'ancien pont. Et il y a eu une autre gare qui était la gare des électrobus, là où maintenant il y a l'office des forêts, des eaux et forêts. Les eaux et forêts. Et là, il y avait une gare d'un électrobus qui n'a pas fonctionné longtemps et qui a fait faillite, qui a amené aussi les Nîmois pour les week-ends et surtout au moment de Pentecôte et l'été, de Nîmes à la Fousse, entre les bus et la gendarmerie. La gendarmerie était à la Fousse. Pourquoi ? Parce qu'il fallait protéger effectivement la poste, et la poste aux chevaux et la poste aux lettres. Donc la gendarmerie, jusqu'à la construction du pont Seguin, a été à la Fousse. Donc la Fousse est une partie vraiment importante de Romoulin. J'ai voulu reconstituer cette histoire, puisque, au fond, quand on traverse la Fousse actuellement, ça n'a rien de bien particulier. Je vous remercie beaucoup pour ce moment d'histoire vraiment large. Et on est parti de loin, on est revenu jusqu'à ici. Beaucoup d'émotions, même moi qui apprends beaucoup de choses. Même Bernard a appris des choses au fur et à mesure, comme pour le département, on va dire. Tout à fait. Le livre, où est-ce qu'on peut le trouver ? Alors, le livre est en fabrication, où il est quasiment terminé. Il va sortir, je pense, je vous dirai, premier semestre de cette année, pour être plus... Plutôt que ça. Plutôt que ça. Enfin, je ne peux pas vous dire exactement au jour près. Nous avons prévu de faire une conférence que je ferai à partir des photos, pas du texte. Là, je vous donne le texte, et les photos viendront après. À partir des photos le 12 avril. Oui. Donc, il faut absolument que ça sorte avant le 12 avril. Mais ça sera sorti. C'est pour ça que j'ai parlé très large sur un semestre. D'accord. Parce que sinon, on les cravacherait. C'est Amazon qui l'imprime, mais l'éditrice est à Tarascon. Madame Julia. Voilà. Je vous remercie beaucoup pour ce petit moment de découverte.
Comment ça a été, Bernard? Ben écoutez, je crois que c'est très explicite, très, très émotionnel même, je dirais, parce que quand on aime son pays comme moi je l'aime, on apprend des choses et puis on voit les choses, l'histoire de façon différente et c'est très agréable. Merci beaucoup, docteur. Mais Merci, Augustin Ménard. C'est moi qui vous remercie C'est moi qui vous remercie aussi, docteur. d'avoir eu l'idée de recueillir ce témoignage. Nos chroniques et replays à écouter gratuitement et en illimité sur notre site internet www.radio-rg30.fr.